Bon, et tu veux bien m'apprendre à vendanger à la Ouais, main? je veux bien, ouais. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué, il faut juste éviter de se couper les doigts. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 3 sur les routes de Provence. Alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre le point commun entre le vin bio et le rallye automobile, direction Saint-Cana sur le domaine Villamina. Et bonjour Jean-Paul. Et bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Si le vigneron Jean-Paul Luc a parcouru toute la planète au cours d'une vie riche, c'est sur cette terre, au cœur de la Provence, qu'il a fini par reprendre racine. C'est une histoire de famille puisque mon grand-père avait acheté cette propriété en 1929. Ah oui. Lui, c'était pas son occupation principale parce qu'il était dans l'automobile, mais c'était sa passion. Puis un jour, j'avais envie de m'enraciner parce que j'avais un peu marre de bourlinguer dans le monde et ça m'a attiré sur cette propriété. Et quand tu dis ton grand-père était dans l'automobile et dans la vigne, et toi tu as repris un petit peu ces deux passions en Moi, fait. je suis né dans l'automobile et j'ai grandi dans l'automobile, j'ai été passionné dans l'automobile. Et à 20 ans, je me suis retrouvé au volant d'une DS. J'ai fait des rallyes en amateur avec cette DS jusqu'à ce qu'en 1977, je termine 6e au classement général, premier amateur au rallye de l'Acropole en Grèce, et que Citroën me téléphone et me dise « Est-ce que vous souhaitez participer au Lancinet dans l'équipe officielle Citroën ?» Bien entendu, j'ai dit oui, et le grand départ, il s'est fait là. Voilà, ici donc. Ah, c'est ton musée en fait. Voilà, complètement, oui, c'est un musée. Toutes ces photos, disons que ça rejoint un petit peu tous les bons souvenirs que je peux avoir, aussi bien en rallye que la suite que je donne au rallye, puisque j'étais parti aux États-Unis et j'avais créé une école de conduite sur glace dans le Colorado, à Steamboat Springs, qui existe toujours. Ça, c'est la photo du Paris-Dakar avec Citroën. Ça a été une superbe aventure. Ça, c'était quand on est passé en Afghanistan, à Kaboul. J'ai eu la chance de vivre une époque où les rallyes, c'était des grandes aventures. Mais à la fin, j'en avais vraiment marre. J'en avais marre de voyager, j'en avais marre de... Il a fallu que je pose mes valises et je les ai posées ici. Voilà. Jean-Paul est donc passé de pilote de rallye à pilote de tracteur à la fin des années 80, après la disparition de son grand-père, dont il reprend les terres et la passion pour la viticulture. Une transition difficile puisqu'il repart de zéro, mais le goût du challenge a fait la différence. Est-ce qu'on peut retrouver des points communs entre le sportif de haut niveau que tu étais et ta manière d'appréhender la viticulture? Comme on disait, boire ou conduire, il faut choisir, j'avais choisi à l'époque. Donc quand j'ai commencé véritablement à découvrir cet univers du vin et que j'ai découvert des grands vins, je me suis dit mais c'est absolument incroyable qu'on puisse retrouver autant de sensations, autant de plaisir, si ce n'est qu'il n'y avait pas autant d'adrénaline. Et j'ai voulu faire aussi, comme dans les rallyes, j'ai voulu faire un vin qui sortait de l'ordinaire, un vin d'une façon très artisanale et très naturelle. Alors maintenant, c'est ma fille et mon gendre qui ont repris le domaine. Cet état d'esprit, cette philosophie, ils l'ont complètement intégré et c'est ce qui fait la particularité de Villamina Vineyard. Oui. Il y a aussi un héritage de terroir, la Provence. Finalement, c'est pas un terroir très réputé pour son vin et pourtant, c'est par la Provence que le vin est arrivé avec les Grecs il y a plusieurs millénaires. C'est une terre de vin ici. C'est complètement une terre de vin. La seule chose qui manquait jusqu'à présent, c'était des vignerons. Parce que la facilité à l'époque, ça a toujours été à travers les caves coopératives. D'ailleurs, mon grand-père menait tout en cave coopérative. Et puis, la consommation de vin était complètement différente. Donc, il y a eu un constat qui a fait comprendre à tout un tas de néo-vignerons dont je fais partie que le terroir de Provence pouvait produire des grands vins rouges, mais aussi des grands vins blancs. Et en ajoutant les arômes que n'ont pas forcément des fois des vins beaucoup plus septentrionaux. On ne fera pas des grands vins dans des terres à betterave. Il faut justement des sols caillouteux où la vigne elle va aller puiser ce qui va faire la différence. Et alors là, on est quoi? On est à la fin des vendanges, c'est ça? On est sur la fin des vendanges, oui. Vous les faites à la main ou à la machine? Alors nous, c'est essentiellement à la mer. Tu veux bien m'apprendre à vendanger à la Ouais, main? je veux bien, ouais. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué, il faut juste éviter de se couper les doigts.
un sécateur, j'ai un seau, qu'est-ce que je fais? Donc écoute, c'est pas compliqué, on va couper les grappes. Je prends toutes les grappes, les Tu grosses, prends les petites. toutes les grappes, sauf ce qu'on appelle les petits grappillons. Et alors, pourquoi les vendanges à la main? Une machine à vendanger, c'est un engin extraordinaire, mais la particularité, c'est que pour récupérer les baies, elle est obligée de secouer la vigne. Les raisins s'écrasent, tout ça, mais surtout elle récupère tout ce qui est dans toute la petite faune, les escargots, la flore aussi, parce que la machine à vendanger, elle prend pour peu qu'il y ait des herbes un peu hautes. Quand on rentre du raisin en grappe, comme ça, vendangé à la main, il arrive en grappe, il arrive complètement intact avant le fouloir et grappoir. Alors c'est beaucoup plus de travail. Mais je suis là pour t'aider, de toute façon, je te fais gagner du temps. Pour m'aider. Aujourd'hui, en Provence, le bio, c'est devenu, il me semble, la majeure partie de la production viticole. Je vais te dire, en Provence, il n'y a pas de mérite à faire du bio. Dans certaines régions, pour faire du bio, il faut se retrousser les manches. Ici, le Mistral, l'ensoleillement, le temps qu'on a et tout, c'est une facilité déconcertante. J'ai plus ou moins bien travaillé. Oui, je vois. Mais moi aussi, j'ai pas trop travaillé. Mais peut-être qu'on peut retourner à la cave pour que tu montres ce qui se passe après dans le processus. Très volontiers. Allez, allons-y. Le premier millésime qu'on a fait en 99, on a commencé avec cette machine et depuis on n'a pas dérogé. Ça permet de dérafler d'abord, là c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle les rafles, donc c'est le squelette de la grappe. Et le foulage se fait par en dessous, donc ça éclate les baies de raisin. Et ces baies de raisin, après, elles sont reprises par la pompe qui les envoie dans une cuve. Et au bout de 48 heures, 72 heures, les levures indigènes vont commencer leur travail. Qu'est-ce qui se passe là? Tu mets l'oreille, tu es en train de transformer le sucre en alcool. Ce travail va durer en gros 3 semaines, voire des fois 1 mois. Une fois qu'on a récupéré ce vin de goutte et qu'on a pressé et qu'on a obtenu ce vin de presse, on va les mettre en barrique pour faire un élevage. Ça se passe dans le chai à barrique qui se trouve enterré sous les bâtiments. Là, on a toujours une température constante. L'élevage peut se faire dans les meilleures conditions. Un élevage de 24 mois, cépage par cépage. Ça va finir aussi sur des tables de restaurants. Est-ce qu'on peut le retrouver, ton vin, sur de grandes tables? Nous, c'est vrai qu'on a besoin d'ambassadeurs, parce qu'on est en 20 pays du Bouches-du-Rhône, mais on n'est pas dans une grande appellation. Donc on a besoin d'ambassadeurs, et les ambassadeurs, on les trouve où? On les trouve dans la belle restauration. Qu'ils aient des sommeliers ou pas, le chef, s'il est passionné, il va essayer de trouver des partenaires vignerons passionnés comme lui, et donc il va mettre des très jolis vins à sa table. On a des très belles références à ce sujet. Pas très loin de chez nous, on a Dan B avec sa très belle table qui sert nos vins, et si vous voulez, on ira les déguster. Avec plaisir, parce que moi, ces reportages, je les organise que pour cette partie dégustation. Écoute, c'est la finalité de toute façon. Comment ça va bien? Je suis encore vraiment content de te voir. Ça va bien, enchanté Dan. Suivez-moi, on va aller au salon. Je vous ai amené ça, c'est le dernier né de chez nous, c'est un 2019 en blanc, Mina. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la personnalité de ce vin, comment elle se marie avec la personnalité de ta cuisine? Chez Jean-Luc, pour moi, depuis le début, je l'ai dit toujours déjà, il fait des vins d'auteur, c'est-à-dire libre, sans être dans le carcan d'un cahier des charges imposé sur le plan régional pour prétendre à une appellation, une origine. Et je trouvais au départ, c'était complexe quand même de remettre le vin de table sur table dans un restaurant dit gastronomique, parce qu'on était toujours à l'affût des appellations d'origine contrôlée. Et moi, cette audace m'a plu. Et parce que j'avais peut-être aussi une cuisine qui avait envie d'être aussi audacieuse, et le plus locavore possible, c'est-à-dire bien
aller prendre un vin du côté de Saint-Cana et descendre là maintenant, prendre les Courges à 3 km du restaurant, c'est quand même un luxe, mais aussi je dirais que c'est une communion pour moi qui est très importante, même pour l'avenir de notre planète. Merci, santé. Avec quoi il faut le manger ça alors? Alors ça, je laisse... Oh, là, vous savez, j'ai en ce moment un foie gras poché. J'intègre dans cette assiette diverses agrumes, sous différentes textures, avec un peu de citron caviar aussi, puisqu'on a l'acidité qui arrive de façon inattendue en dégustation. Non mais avec ça, c'est sublime. Tu nous fais regretter d'être venu après le service et pas avant. Merci.